Bonjour à tous, c'est Squee, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Aragami, le deuxième consacré à la lecture des parchemins. Dans l'épisode précédent, on avait lu les chroniques de Hayo, et là, on va lire les carnets de Tsuyoshi, qui étaient évoqués en fin des chroniques de Hayo. C'était un des membres du village de Keiho. Donc on va voir un peu ce qu'il va nous dire. Donc alors là ça bug à chaque fois, ça me remet le premier chapitre des chroniques de Hayo, c'était en l'an 28 de la 5e ère. Donc c'est le 20 mai de l'an 27, donc c'est même avant. 20 mai de l'an 27 de la 5e ère, donc c'est le volume 1, Essence. L'essence vitale, ou simplement essence, est ce que nous appelons l'énergie qui circule dans tout être vivant. Comme le sang, je l'ai étudié pendant de nombreuses années. Et pourtant, il reste tant à découvrir. De la même façon que le cœur qui fait circuler le sang dans nos veines, l'essence dispose d'un système circulatoire et d'un centre, bien qu'il s'apparente plus au mouvement d'une rivière que d'une pompe. Elle génère son propre mouvement, sa propre existence. Ce centre, tout comme l'essence, possède un nom différent, selon les pays. Ici, nous l'appelons l'âme. Lorsqu'un adepte du feu allume un feu de ses mains, ou lorsqu'un adepte de la terre fend le sol sur lequel il se tient d'un mouvement imperceptible, leur corps émettent de l'essence et la canalise à travers un élément. Pour autant que nous le sachions, il existe 7 éléments purs. Le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, et les ténèbres ou ombres et la vie. Puis viennent les éléments hybrides, mélange de différents éléments purs, mais j'y reviendrai une autre fois. Adepte. 1er septembre de l'an 32 de la 5e ère. La question de savoir si un adepte d'un certain élément serait né adepte ou le serait devenu m'a été posée de nombreuses fois. Il est vrai que l'on peut naître avec certaines dispositions envers un élément, mais cela signifie seulement pour la personne concernée qu'elle pourra utiliser cet élément plus facilement si elle décide de l'étudier. La maîtrise ne viendra pas naturellement. Elle est comparable avec une toile. À notre naissance, notre âme est vierge, et nous choisissons la couleur avec laquelle la peindre, par exemple le rouge du feu, le bleu de l'eau, le noir des ombres. Plus nous peignons notre toile, plus notre puissance s'accroît. Certains pensent que l'essence que choisit l'adepte définit ce qu'il deviendra, ce qu'il ou elle deviendra. La lumière pour le bien, les ombres pour le mal, le feu pour les braves. D'après mon expérience considérable, je peux affirmer que l'essence n'a aucun effet sur la personnalité. Ce n'est qu'une question de hasard. Les guildes qui vous incultent un élément en particulier ne sont pas forcément meilleurs que les sectes qui vénèrent un ou des dieux. J'ai connu des guildes qui honoraient leurs dieux sans nuire à personne, et des guildes qui s'attaquaient aux autres simplement parce qu'elles en avaient le pouvoir. Volume 3. L'essence de vie. 6 avril de l'an 45 de la 5e ère. Comme je le disais, l'âme est une toile que l'on peut peindre avec l'élément de notre choix. Nous apprenons à absorber un élément de notre environnement. Nous l'assimilons à l'essence de notre âme et nous utilisons le résultat de ce mélange sous la forme d'une technique. Mais que se passe-t-il lorsque l'on utilise notre essence sans le mélanger à un autre élément? C'est cette question qui nous mena à la découverte de l'essence de vie. La vie est le seul élément que nous pouvons puiser en nous-mêmes, et il reste néanmoins le plus difficile à maîtriser. Nous, les 5 sages, avons décidé de nous unir pour étudier cette extraordinaire essence. Nous nous engageons dans cette entreprise en tant que maîtres. Le temps est désormais venu de combiner nos efforts, de repousser les limites et de rendre compte des résultats. Nous envisageons de créer notre propre confrérie. Nous finirons peut-être même par enseigner les arcanes de cet élément. Un avenir prometteur nous attend. Du moins, je l'espère. Volume 4, Équilibre.
10 mai de l'an 45 de la 5e ère. Les vieux manuscrits révèlent qu'il existe une synergie délicate entre le corps et l'âme. Briser cet élément reviendrait sans aucun doute à défier la nature elle-même. Que se passerait-il alors si un corps contenait une âme plus grande que prévu? Et que se passerait-il si l'âme était divisée ou brisée? À notre connaissance, ces questions n'ont jamais été posées, jusqu'à maintenant. La technique de transfert d'âme que nous sommes les premiers à mettre au point crée un lien entre l'âme de l'invocateur et celle de la cible. L'invocateur peut transférer une partie de son âme vers la cible ou inversement. Recevoir une fraction d'une âme entraîne un accroissement de l'essence, qui se traduit en une augmentation initiale de puissance. En outre, comme l'essence de l'autre personne s'est combinée à la vôtre, vous devenez immédiatement capable de canaliser les éléments de prédilection de votre cible. Maintenir ce lien est cependant particulièrement éprouvant. Nous avons relevé divers symptômes après de courtes périodes d'utilisation. Mais il semblerait qu'une fois la technique interrompue, tout rentre dans l'ordre sans conséquences particulières. Ceci marque tout de même une avancée fantastique de nos recherches. Je me demande ce que la prochaine étape nous réserve. Volume 5, Inversion. 21 juin de l'an 45 de la 5e ère. Quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Un homme du village voisin est venu nous demander de l'aide. Il nous a dit qu'un fou, un puissant adepte de feu, ne cessait de s'en prendre à son village, attaquant hommes et bêtes sans raison apparente. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. 17 août de l'an 45 de la 5e ère. Lorsque l'adepte de feu enragé revint attaquer le village, nous l'attendions. Il était en effet très puissant. Certains peuples forment des sectes entières autour d'adeptes possédant une telle puissance et les vénèrent comme des dieux. Heureusement, cet homme n'avait pas de secte. Il était vain d'essayer de le raisonner. Il attaqua à vue, la frénésie se lisait dans ses yeux. Notre combat s'étendit rapidement au village qui commençait à subir des dégâts. C'est alors qu'il nous vint une idée. L'un d'entre nous continua le combat pendant que deux autres employèrent la technique de transfert d'âme sur l'homme, mais inversement, en nous emparant d'une partie de son âme. Les effets furent immédiats. Son pouvoir fut réduit à néant. Il était paralysé. L'homme ne pouvait que nous regarder pendant que nous le privions de son essence. Nous venions ainsi de découvrir une autre utilisation formidable de l'essence de vie, et nous ne risquons plus de mourir de faim maintenant. Les villageois continuent de nous couvrir de présents. Volume 6, la technique de saut. 20 août de l'an 45 de la 5e ère. La technique de transfert d'âme était clairement un puissant outil pour affaiblir les ennemis. Elle souffre toutefois d'un inconvénient conséquent. L'invocateur doit demeurer parfaitement immobile et très concentré, sans quoi le lien se brise et la technique est interrompue. Nous devons poursuivre nos essais. 9 septembre de l'an 45 de la 5e ère. Nous avons réussi. J'ai moi-même réalisé l'expérience avec l'un des autres maîtres. Nous avons brisé le lien de vie alors que la technique était encore active, enfermant en moi une petite partie de son âme. En cet instant même, j'ai senti son essence jaillir dans tout mon corps. Les limites de mon pouvoir avaient augmenté tandis que les siennes s'étaient réduites. C'était réduite proportionnellement, comme avec la technique de transfert d'âme. La différence majeure étant que ce transfert dure à présent jusqu'à ce que nous établissions à nouveau un lien entre nous, libérant son âme de mon corps. Nous avons décidé d'attendre quelques heures avant de rétablir le lien afin d'observer les effets potentiels à court terme. Ça pourrait être une vraie révolution. Volume 7, les effets du saut. 1.
11 septembre de l'an 45 de la 5e ère. 2 jours se sont écoulés et le saut perdure. Nous avons réussi à rassembler tant de données cruciales en si peu de temps. Il semblerait que bien qu'une âme soit divisée, une connexion imperceptible persiste entre chaque fraction. Je peux localiser précisément mon confrère grâce à la part de son âme. Il en va de même pour lui. La distance ne semble pas affecter cette connexion. Nous avons mené quelques tests. Quelle que soit la distance et les obstacles qui nous séparent... Attendez, je suis perdu. Nous avons mené quelques tests. Quelle que soit la distance et les obstacles qui nous séparaient. L'un de nous était toujours en mesure de retrouver l'autre en un rien de temps. Ils ont mal fait leur truc pour les documents quand même. 12 septembre de l'an 45 de la 5e ère. La nuit dernière, j'ai entendu les cris de mon confrère pendant mon sommeil. Je me réveillai en sursaut, pensant avoir fait un cauchemar. Lorsque j'entendis ces cris à nouveau, je me précipitai immédiatement dans sa chambre. Il dormait, allongé sur son lit. Il était visiblement mal à l'aise, mais ne semblait pas souffrir. Je me rendis compte que personne d'autre ne l'avait entendu. Puis vint un autre cri, plus fort que les autres. Je bouchai mes oreilles sans aucun effet. Les cris cessèrent lorsque je le réveillai. Il faisait un cauchemar. Je pouvais entendre ses rêves. Volume 8, les effets du sceau, 2. 5 octobre de l'an 45 de la 5e ère. Nous avons chacun effectué la technique de sceau, les uns avec les autres, libérant à chaque fois le lien au bout de quelques jours. Les résultats sont concluants. La télépathie est possible entre les sujets qui partagent leur âme. Ils peuvent communiquer, et le lien permet même de transférer des souvenirs et des émotions. Notre recherche a malheureusement révélé plus d'effets secondaires, qui varient en fonction du sujet, mais qui semblent dépendre de la façon dont l'âme est touchée par la technique. Si une partie de mon âme est transférée vers quelqu'un d'autre, je subirai certains effets. Si une partie de l'âme de quelqu'un d'autre est scellée avec la mienne, je subirai différents effets. Les effets positifs et négatifs de la technique s'estompent lorsque la connexion est interrompue et que chacun recouvre toute son âme. Nous continuons nos expérimentations, nous reposant après les sessions de transfert les plus longues. Sentir son âme être brisée et corrompue par un autre a de lourdes conséquences sur le corps, comme une espèce de tension dans toutes les fibres de son corps. En accumuler trop pourrait être dangereux. Volume 9, les effets du sceau, 3. 23 novembre de l'an 45 de la 5e ère. Nous avons imaginé cette technique comme un moyen d'affaiblir indéfiniment de dangereux ennemis. Mais 2 mois plus tard, nous lui découvrons encore de nouvelles utilisations. Une fois qu'un fragment de l'âme d'une personne est intégré à la vôtre, il est possible de transférer ce fragment vers quelqu'un d'autre, intégralement ou en partie. Cela signifie qu'il est possible pour l'invocateur de se soulager du poids de l'âme étrangère, d'apaiser le malaise. La différence était flagrante lors de nos tests. Le stress était l'un des principaux inconvénients de cette technique. Cela signifie également qu'il est possible de diviser une âme en plus de 2 parties. En fonction des capacités de l'invocateur, l'âme de l'autre personne peut être divisée en autant de parties qu'il le souhaite. Mais le meilleur est pour la fin. Nous avons découvert qu'il était possible de sceller des fragments d'âme non seulement dans les humains, mais aussi dans les animaux. Bien qu'ils ne peuvent pas porter d'autant d'âme qu'un corps humain, le lien fonctionnait exactement de la même façon. Certains d'entre nous ont commencé à documenter le monde vu par les yeux d'un rat ou d'un chien. Volume 10, les effets du sceau 4. 27 décembre de l'an 45 de la 5e ère. Fascinant, absolument fascinant. Hier matin, nous avons trouvé notre chien Soto mort. J'avais enfermé une fraction de son âme en moi 1 semaine auparavant. C'est parfaitement inouï. Je suis certain qu'il n'est pas mort à cause de cause naturelle ou à cause d'une blessure externe. Toutefois, la cause exacte de sa mort restait incertaine.
Je réalisai alors que c'était la première fois que nous avions une chance d'observer les interactions entre la technique de Sceaux et la mort. À la mort de Shoto, son âme aurait dû quitter son corps et fusionner avec la nature, comme c'est le cas depuis l'aube des temps. Mais la partie de son âme que j'avais prise était encore là, en moi, je la sentais. Cela voulait-il dire que son âme ne pouvait quitter le monde des vivants? Était-elle prisonnière de cette enveloppe charnelle? C'est alors que me vint une idée des plus radicales. Grâce à la connexion indissoluble qui relie les parties de l'âme d'un être, j'ordonnai à l'autre partie de l'âme de Shoto de venir à moi. Lorsqu'elle arriva de Dieu sait où, je la dirigeai vers le corps de Shoto par télépathie. Nous étions tous bouche bée en voyant le corps de Shoto se ranimer pour se mettre à courir dans la pièce. Nous avons peut-être découvert l'immortalité. Volume 11 et les effets du sceau. 5. 30 janvier de l'ère 46, de la 5e ère. Malgré la découverte que nous avons faite avec Shoto, nous n'avons pas réussi à aller plus loin. Il est impossible de progresser sans faire du mal à des animaux, ce qui est tout à fait exclu. Espérons que nous trouverons une autre méthode par la suite. Nous avons tout de même fait une autre formidable découverte. Nous nous sommes interdits de travailler sur les animaux, mais il est apparu que les fragments d'âme peuvent être scellés dans des objets. Jusqu'à présent, nous pensions que le transfert d'âme nécessitait une âme d'un côté et de l'autre du transfert. Mais une fois de plus, nos recherches ont révélé de nouveaux miracles. Cette technique comporte cependant un défaut. Un fragment d'âme ne peut pas être scellé dans n'importe quel objet. Les choses semblent un peu plus complexes. L'invocateur doit avoir une forte connexion émotionnelle avec l'objet de transfert. Le fonctionnement précis d'une telle connexion Le fonctionnement précis d'une telle connexion reste un mystère pour nous, mais nous pouvons supposer que les objets ayant une valeur sentimentale pour une personne peuvent systématiquement servir à canaliser l'essence de vie. La taille du fragment que l'on peut y transférer est bien plus réduite que pour les animaux, mais contrairement aux animaux, les objets inanimés ne meurent pas. D'après des études précédentes, un adepte qui pourrait sceller son âme dans de tels objets serait immortel tant qu'une autre personne pourrait guider son âme vers son corps. Nous ne sommes peut-être pas si éloignés de l'immortalité après tout. Volume 12, le premier apprenti. 6 avril de l'an 46 de la 5e ère. Cela fait 1 an que nous avons joint nos forces pour étudier l'essence de vie. Nous nous faisons désormais appeler la confrérie du sceau. De nombreux adeptes sont venus nous demander de les prendre comme apprentis. Et nous avons enfin décidé d'en appeler un. Il s'appelait Maelsha. Son cœur est pur, et son potentiel vis-à-vis de l'essence de vie est extraordinaire. 28 avril de l'an 46 de la 5e ère. Maelsha apprend vite. En l'espace de quelques semaines seulement, il a commencé à se servir de la technique de sceau qui est d'un niveau avancé. À cette vitesse, je suis certain qu'il deviendra un sage, un héritier de notre ordre, le premier d'une nouvelle génération. 25 mai de l'an 46 de la 5e ère. Ces derniers temps, Maelsha a commencé à montrer des signes de faiblesse et à faire des erreurs, même avec les exercices et mouvements de base. Quelque chose perturbe sa concentration. Il nous assure qu'il se reprendra, mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose de vraiment grave. 29 mai de la 5e ère. Maelsha aurait abandonné son entraînement ces 3 derniers jours à cause d'une histoire de cœur. Ce comportement est inadmissible, mais nous avons dû tempérer notre mécontentement envers lui. La femme qu'il aime depuis tant d'années est atteinte d'une maladie très rare. J'ai décidé d'aller lui rendre visite avant qu'il ne commette une erreur. Il connaît que trop bien le pouvoir de l'essence de vie. Volume 13, prendre du recul. J'avais raison. À ma grande honte, j'avais raison. Quand j'arrivai chez Maelsha, il était trop tard. Sa bien-aimée était probablement à l'article de la mort. Il avait essayé de conserver son âme grâce à la technique de sceau. Mais son corps n'a pas pu résister.
Quelle imprudence de lui apprendre une technique aussi avancée et périlleuse au cours des premiers mois de son entraînement. Il était très certainement conscient des risques qu'il prenait, et ses intentions étaient des plus louables. Mais maintenant, sa mort pèse lourdement sur nos épaules. Cet incident nous a fait réaliser que nous nous prenions pour des dieux depuis bien trop longtemps. La technique du sceau est désormais interdite. Nous avons dissolu la confrérie pour une durée indéterminée. Ainsi, nous allons prendre le temps de réfléchir au passé, au présent et à l'avenir. Nous avons utilisé une dernière fois la technique interdite, les uns sur les autres afin de pouvoir garder contact malgré la distance. Maelcha avait toujours rêvé de se rendre dans les terres Azarides. Ce serait peut-être un bon endroit pour un nouveau départ. Volume 14. Réincarnation. 23 août de l'an 46 de la 5e ère. Je suis arrivé sur les terres arides depuis quelques semaines. Les rumeurs disaient vrai au sujet du climat. Je n'ai jamais autant transpiré qu'ici. Au point d'épuiser jusqu'à la dernière goutte de sueur. Heureusement, j'ai trouvé un bon endroit où m'installer. Dans les montagnes, non loin d'un petit village adepte de la lumière. Leur façon d'utiliser la lumière au sein de leur culte m'inspire. J'irai leur rendre visite à chaque fois que j'aurai envie de contact humain. Après tout ce qui s'est passé, la technique interdite, Soto, Maelcha, je ne peux m'empêcher de penser à la réincarnation. J'ai entendu tellement de croyances à ce sujet, provenant de nombreuses cultures différentes, mais jamais de faits ni de réelles méthodes. Nous n'avions même pas pensé à l'étudier davantage. Ce n'était qu'un rêve, jusqu'à ce que je vois Soto revenir à la vie. L'espace que son âme aurait dû occuper se remplit à nouveau, tel une chope lors d'un festin. Et il nous avait reconnus, comme avant. Que se serait-il passé si j'avais placé l'âme du chien dans un autre corps? Aurait-il été capable de nous reconnaître? Probablement pas. Les souvenirs sont conservés dans le cerveau, et non dans l'âme elle-même. Mais l'âme peut-elle transporter une empreinte de son corps ou ses souvenirs? Sont-ils gravés dans l'âme comme les mots dans le marbre? Si j'avais placé une autre âme dans le corps du chien, Soto aurait-il toujours été Soto? Je ne pense pas. L'âme est une part importante de notre identité. Mais je me demande tout de même, que se passerait-il si je plaçais l'âme de Maelcha dans un autre corps? Serait-il présent dans ce corps, mort ou vivant? Pourrait-il revenir? Je dois cesser d'y penser. Volume 15, une nouvelle ère. 9 septembre de l'an 46 de la 5e ère. J'ai pris soin d'un œuf d'oiseau que j'ai trouvé par terre. Il a dû tomber du nid. C'est un miracle qu'il ait survécu. Aujourd'hui, il s'est ouvert, et un petit corbeau en est sorti. Sa présence me permettra peut-être de me sentir moins seul. Je vais l'appeler Kibo. 20 septembre de l'an 46 de la 5e ère. Je suis enfin entré en contact avec les gens du village d'une manière tout à fait inattendue. Quelques jours auparavant, alors que je retournais à mon camp, j'ai entendu des enfants. Ils semblaient inquiets. Alors je décidai de m'approcher d'eux. L'un d'eux s'était blessé à la jambe. Je l'ai soigné sans y réfléchir. Bien entendu, pour ces villageois, l'essence de vie, quelque chose d'inconnu. À voir leur visage lorsqu'un enfant s'est levé comme de rien n'était, cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas amusé de la sorte. Je les ai ensuite raccompagnés chez eux. Depuis, les villageois me permettent d'entrer dans leur village, à tout moment. Il est rare de trouver des sectes comme celle-ci, à la fois paisibles et douées avec un élément. 16 novembre de l'an 47 de la 5e ère. Je dois m'absenter quelque temps. Mes confrères m'ont contacté à l'aide de leurs fragments d'âme. Ils m'ont parlé d'une secte au nom de Nishoku, constituée d'un grand nombre d'adeptes et dirigée par une impératrice. Elle serait considérée comme une déesse. Nishoku écume le pays, massacrant en grand nombre ma maîtrise de la vie est requise. Les autres sages pensent qu'il s'agirait
du commencement d'une nouvelle ère. Et bien voilà, c'était un peu plus court quand même que le précédent. Là, c'était des trucs un peu plus techniques. On apprend, de par Tsuyoshi, on apprend comment ils ont maîtrisé leur technique du saut qui a emprisonné Yamiko. Voilà, c'est une technique interdite, mais je pense qu'ils l'ont réutilisée pour Yamiko. Et du coup, c'était assez intéressant. Voilà, c'est une technique qu'ils ont créée. C'est révélé dangereuse et du coup ils l'ont interdite. Généralement, les grosses techniques comme ça, dans tout ce qui est ce genre de choses, c'est des techniques interdites. Hein. Il y a toujours ce système de techniques interdites. Donc voilà, on a lu les carnets de Tsuyoshi. Moi je vais m'arrêter là, parce que j'ai encore les chroniques de Yuki à lire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et dernier épisode d'Aragami, parce que ce sera également le dernier épisode. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.